L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui un nouveau numéro. Nous allons parler du gui et du hou. Alors c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. Alors j'ai déjà parlé de la symbolique des feuillages verts à propos des sapins et c'est quelque chose que l'on va retrouver aussi avec le gui et le hou au milieu de l'hiver. Il s'agissait, au milieu de l'hiver, à un moment où les arbres paraissaient morts et où les jours raccourcissaient au point de devenir vraiment très courts, de trouver des symboles d'éternité, parce que la grande peur, c'était que les jours raccourcissent et jusqu'au point qu'on se retrouve dans une nuit éternelle. Donc les premières cérémonies autour du gui nous ont été rapportées par un auteur que je trouve très intéressant. C'est un auteur romain qui s'appelle Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est quelqu'un qui a écrit des traités sur l'histoire de la nature. Et ce travail comptait pas moins de 37 tomes qui sont arrivés jusqu'à nous. Alors Pline l'Ancien, qui vivait à Pompéi au 1er siècle après Jésus-Christ et qui d'ailleurs y est mort lors de l'éruption du Vésuve, nous rapporte que les druides ramassaient le gui au 6e jour après le solstice d'hiver, ce qui correspond à la période entre Noël et le jour de l'an. Et pour ça, c'était toute une cérémonie. Il coupait le gui avec une faucille d'or et il se débrouillait pour que la plante coupée n'atteigne pas la terre et donc on la recueillait dans un grand linge blanc. Alors quelle était la symbolique derrière tout ça? Déjà la forme ronde de la plante de gui fascinait beaucoup les druides qui l'avaient baptisée la plante de la lune. Et je pense que le fait de la couper avec des fossiles en forme de lune également, mais en forme de croissant, et doré, c'est quelque chose qui nous est rapporté par Pline l'Ancien, renforçait cette symbolique de plante rattachée à l'astre de la lune. Le gui avait la réputation de soigner toutes sortes de maladies, alors je vous conseille de ne pas essayer de l'utiliser vous, parce que c'est une plante qui est toxique, mais les anciens avaient pour habitude de l'utiliser et en connaissaient les usages et les dosages. C'était une plante qui était associée à Hermès par les Grecs, alors Hermès qui est le Mercure romain, qui était le dieu de la santé. Et le symbole d'Hermès, c'est ce que vous voyez sur les pare-brises des médecins, c'est le caducée, le bâton qui est entouré de deux serpents affrontés. Au Moyen-Âge, suivant la théorie des signatures, le gui servait à soigner les vertiges. Alors qu'est-ce que c'était que cette fameuse théorie des signatures? Eh bien, on pensait que Dieu avait laissé dans la nature des signes qui expliquaient aux hommes comment se servir des plantes et à quels usages elles étaient destinées. C'est ainsi, par exemple, que sur la plante qu'on appelle la pulmonaire, qui est une plante de sous-bois, on voyait des taches argentées qui rappelaient les alvéoles pulmonaires. Et le fait que le gui pousse en hauteur, à des hauteurs souvent vertigineuses, faisait qu'on avait décidé qu'il pourrait soigner le vertige. Chez nous, il est peu utilisé, il a quelques applications en Allemagne et en Suisse. Il y a des recherches sur les soins pour les tumeurs cancéreuses. Il est traditionnellement utilisé dans la médecine chinoise, souvent comme antispasmodique et en particulier dans des indications comme la coqueluche. Il y avait également des usages magiques. Lors des cérémonies des druides, Pline l'Ancien nous raconte que en même temps qu'on coupait le gui, on demandait des récoltes de blé pour l'année suivante. Et il a été aussi utilisé dans le Moyen-Âge chrétien, posé devant les églises et récupéré après les cérémonies, un peu comme on fait maintenant avec le buis. Il était mis dans les maisons et il portait bonheur et il promettait l'abondance.
Alors où le trouve-t-on? On le trouve rarement en Bretagne et dans le sud, mais autrement il se trouve un petit peu partout, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Alors il existe des types de gui différents, ce que je ne savais pas. Certains poussent sur les feuillus et il en existe d'autres qui poussent sur les sapins et d'autres encore qui poussent sur les pins. Et celui qui pousse sur les pins ne pourra pas s'implanter sur un feuillu, par exemple. Ce qui fait qu'à la composition, ils ont quand même des propriétés différentes. Ça a déjà été analysé. Et cela explique peut-être pourquoi le gui qui pousse sur les chênes était aussi recherché. Il est très très rare. Et je pense que s'il était aussi recherché, c'est parce qu'il avait des qualités thérapeutiques vraiment particulières. Alors comment fait le gui pour voyager? Eh bien, c'est un petit malin, il voyage par l'intermédiaire du ventre des oiseaux. Certains oiseaux en sont très friands, c'est le cas de la grive-draine, c'est le cas aussi des mésanges, des pigeons et d'un oiseau assez amusant que vous connaissez peut-être qui s'appelle la citelle torche-peau, qui est le seul oiseau qui est capable de faire des marches arrière sur un tronc d'arbre avec la tête en bas. Alors comment ça se passe? L'oiseau ingère les petites baies, il s'en va se poser plus loin et dans les déjections, il y a les petits embryons. Alors ce ne sont pas vraiment des graines, il y a les petits embryons qui étaient en suspension auparavant dans la pulpe du gui, qui sortent du ventre de l'oiseau avec les fientes et qui vont se coller sur un arbre. Le même ou un autre. Il y a aussi une autre façon, c'est-à-dire que l'oiseau picore une baie et puis il s'essuie le côté du bec sur un tronc d'arbre et de cette façon-là aussi les embryons peuvent se fixer sur le support. Alors la nature a tout prévu, c'est possible parce que à l'intérieur des baies de gui, il y a en fait une pulpe qui est collante et le gui s'appelle d'ailleurs Viscum album. Alors dans Viscum, vous reconnaissez un terme qui se rapproche de visqueux collant. Voilà, d'ailleurs on fabrique de la colle à partir des baies de gui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il faut en fait prendre les baies, les faire bouillir un petit peu, filtrer pour enlever la peau et les petites graines et ensuite le laisser macérer dans de l'eau pour enlever les parties qui ne sont pas intéressantes et qui vont finir petit à petit par pourrir et par être éliminées au lavage. Et c'est ce qui donne en fait la glu. C'était une façon d'attraper les oiseaux à une époque. On induisait des branches de cette colle et ils y posaient les pattes et ils n'arrivaient plus à s'échapper et à s'envoler. Je pense que c'est une chasse d'ailleurs qui a été interdite il y a peu de temps. La glu, une fois préparée, se présentait sous forme d'une boule un peu molle que l'on gardait dans un pot recouverte d'eau pour pouvoir la conserver. Le gui a une façon assez particulière de survivre aux dépens de la plante sur laquelle il s'installe et c'est une des raisons pour lesquelles depuis le 19e siècle on a l'obligation, c'est des lois qui n'ont pas été abrogées, on a l'obligation donc d'enlever le gui quand on en a chez soi. C'est un rappel qui peut être aussi fait par voie d'arrêté préfectoral parce que ça peut faire des gros dégâts, en particulier pour les gens qui vivent de l'arboriculture et en particulier les cultures de peupliers qui peuvent être complètement envahies et ça a un impact sur la qualité du bois. Le gui, vous ne le trouverez jamais sur les platanes ni sur les hêtres, mais par contre vous trouverez souvent des invasions dans des vergers, en particulier des vergers de pommiers. Ça peut devenir vraiment préoccupant. Alors certains disent qu'en fait si ça s'installe sur les pommiers c'est qu'ils ne seraient peut-être pas en très bonne santé, d'autres disent que ça n'a pas vraiment d'impact sur la santé des arbres, mais bon j'ai quelques doutes quand même parce que ça peut faire des boules de 50 cm de diamètre et ça peut au moins empêcher le soleil d'arriver jusqu'aux feuilles et ça peut avoir un impact sur la santé de l'arbre.
Alors c'est cette petite graine, une fois collée sur le tronc, sur les branches, ça peut être collé aussi à l'envers d'une branche. La première année, on ne va rien voir, et il va y avoir juste 2 petites feuilles qui vont apparaître. Le travail va se faire en souterrain. En fait, la plante va lancer, alors ce n'est pas une racine, parce qu'on n'est pas sur la terre, mais elle va lancer une espèce de suçoir, parce que le gui est un vampire. Et le suçoir, en fait, va traverser l'écorce et va atteindre les canaux de sève brute de l'arbre. Le gui ensuite va développer son feuillage, et par le biais de ce feuillage et par la photosynthèse, puisqu'il peut la produire, puisqu'il est vert et qu'il a de la chlorophylle, il va transformer donc la sève brute de l'arbre en sève élaborée, et il va la prendre à son usage propre. Alors si vous avez une invasion dans votre verger, je vous conseillerais quand même d'essayer d'éradiquer les pousses, au moins quand elles naissent, c'est plus facile, et en curant la base pour enlever les parties qui font partie du gui et qui en fait se sont intégrées à l'arbre. C'est facile de les reconnaître parce qu'elles sont de couleur verte. Et puis bon, par civisme aussi, puisque si vous laissez le gui, c'est les voisins qui vont en profiter aussi par le biais des oiseaux de passage. En plus, ça va être l'occasion de faire des décorations de Noël. Vous ramassez le gui, vous faites des boules de gui, et ensuite, la tradition veut que sous ces boules de gui, on s'embrasse. D'ailleurs, les Anglais appellent ça kissing ball. Ça veut dire les boules à bisous. C'est pas joli, ça? Alors là encore, on n'a rien inventé, ça viendrait d'une tradition celte qui voudrait que les guerriers qui se rencontraient sous un arbre qui portait du gui avaient l'obligation de faire une trêve, de poser les armes et de ne pas combattre jusqu'au lendemain. D'où les embrassades et les signes de paix échangés. Alors en ces périodes troublées, malheureusement, il faudra se contenter de se frotter du coude, mais bon, on espère qu'un jour, on pourra de nouveau s'embrasser sous les boules de gui. Voilà, et pour finir, j'avais une petite poésie que vous avez peut-être apprise. Moi, je l'ai apprise quand j'étais petite. Cueillez le gui, cueillez le hou, car l'en voici à pas de loup. Perle de gui, perle de hou, pour elle, pour lui, merci beaucoup. Tout aussi rétro, mais un peu moins enfantine, une poésie de Gaston Coutet, alors que je ne connaissais pas. C'est un poète qu'on a baptisé le Brassens du 19e siècle. Il a eu une vie très brève, le pauvre, il est mort à 31 ans. Et il pratiquait la poésie réaliste, et quelquefois il prenait son inspiration dans le Moyen-Âge. Pour parler du gui, cette fois-ci, bien sûr, il évoque nos ancêtres les Gaulois. Gaulois, pour vos petits-enfants, cueillez aux rameaux verdoyants, du chêne des bois frissonnants, le gui aux feuilles souveraines, et dont les vertus surhumaines font des hommes forts et vaillants, cueillez pour nous le gui des chênes. Voilà, c'est toute une époque. Nostalgie, nostalgie. Voilà, alors j'ai eu beaucoup d'ambition en voulant vous parler à la fois et du gui et du hou, parce qu'on arrive presque à la fin, et le hou, ma foi, on va le garder pour la prochaine fois. Écoutez, l'année se termine, et je vous souhaite, et je nous souhaite, une année 2021 moins sinistre que l'année 2020. Je pense que ça va pas être trop difficile. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc de passer ces derniers jours entourés des gens que vous aimez. Et c'était Radio Gréno, et c'était Annick Valéry. À très bientôt.